Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Il y a 10 ans, la Chine avançait pour la première fois le concept de construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Comment ce concept a-t-il été intégré dans la diplomatie chinoise et comment est-il compris en dehors de la Chine? Et une décennie plus tard, dans un contexte géopolitique international qui a beaucoup changé, ce concept est-il toujours porteur d'avenir? Aujourd'hui, nous organisons un forum afin d'en discuter. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe. Bonjour. Bonjour. Et par visioconférence depuis Berne, Bill Schneider, professeur à la Haute École des Arts de Berne, membre fondateur du Parti Organisation progressiste de Suisse. Depuis Cotonou, Héribert Labelle Élisée Ajovi, journaliste, spécialiste des questions internationales et écrivain, gouverneur du magazine panafricain Le Label diplomatique. Et depuis Paris, Jacques Cheminade, président du parti Solidarité et Progrès. Bienvenue à tous les invités. Alors, je vais commencer par un peu retracer la racine de ce concept, Monsieur Ding Yifan. Quelles sont les raisons qui ont poussé la Chine à avancer dans le premier temps ce concept de communauté de destin pour l'humanité? Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, la mondialisation était encore très à la mode d'une certaine manière, où la mondialisation commence à être remise en question. En fait, le concept, la communauté de destin pour l'humanité, a été formulé pour la première fois au moment du 18e congrès du Parti communiste chinois, donc en 2012, à la fin de 2012. Et puis, officiellement, le gouvernement chinois a repris cette idée de construction d'une communauté de destin pour l'humanité en 2013. Au moment où la Chine a annoncé son plan de développement pour les 10 ans à venir. L'idée principale était que l'économie mondiale s'est heurtée à une série de difficultés pour promouvoir la mondialisation. La Chine en était bénéficiaire un peu de la mondialisation. La Chine voulait maintenir ce genre de lien. La Chine voulait faire en sorte que la croissance rapide de la Chine profite aussi aux autres pays. En fait, l'idée, c'est que non seulement la Chine veut profiter de la mondialisation pour se développer, mais aussi la Chine va offrir des opportunités de développement aux autres pays, parce que sur notre planète, nous faisons face aux mêmes défis, des défis nouveaux du changement climatique, de la récession économique ou même de l'expansion du terrorisme international, etc. Donc l'idée fondamentale était que nous devons contribuer ensemble à un développement global, paisible et stable. On voit que si on lit les livres classiques de philosophie chinoise, on remarque qu'à la différence des philosophes occidentaux, leurs propos se caractérisent souvent par leur brièveté et aussi la grande liberté qu'ils offrent en matière d'interprétation. Donc là, cette notion de communauté de destin commun a été aussi interprétée et développée de maintes reprises, même par les dirigeants chinois. Donc alors, je voudrais maintenant tourner vers nos invités en ligne. Quelles sont vos interprétations de cette notion? Je vais commencer par Monsieur Schneider. Pour moi, cette initiative mondiale qui maintenant dans ces jours s'est manifestée dans l'initiative mondiale de sécurité, elle reflète aussi, disons, des racines culturelles dans l'histoire chinoise, cette notion qu'on appelle d'ailleurs en chinois le Tianxia, si je prononce bien. Tianxia, ouais. Alors, c'est une... Ouais. Alors, c'est une notion qui a des racines profondément culturelles d'une
disons, d'un ordre mondial de coopération qui base sur des bénéfices mutuels, qui se concrétise dans des relations gagnant-gagnant, comme on dit aussi en anglais win-win. Alors, moi, je trouve le Tangxia et puis cette initiative, c'est vraiment une contribution fondamentale pour l'avenir de l'ordre mondial, parce que maintenant, on est vraiment dans des ruptures, disons, dans des vraiment grands problèmes euh, dont l'origine sont vraiment les pays occidentaux, surtout les États-Unis, qui menacent l'ordre mondial tel qu'il s'est manifesté depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mm. Oui, Oui. oui, j'ajouterais que ce principe de Deng Xia, c'est l'inclusivité et en même temps la coexistence, le principe d'existence et la coexistence sans uniformisation. Et de ce point de vue, je vois une rencontre entre le principe marxiste d'unité de l'humanité et l'harmonie confucéenne. Et je veux citer la très belle citation de Confucius, que j'aime beaucoup: si l'on veut s'élever, il faudra aussi aider l'autre à s'élever, aussi aider l'autre à parvenir là où l'on veut soi-même parvenir. Donc si on a l'amour de son peuple, comme le proclame très souvent le Parti communiste chinois, si on a l'amour de son peuple, on doit reconnaître l'identité des autres peuples et aboutir à cette coopération internationale qui est un avenir nécessaire pour nous tous. Mm. Et Monsieur Ajovi? Sur la question de la communauté de destin de l'humanité prônée par la République populaire de Chine sous le leadership du président Xi Jinping, j'aimerais dire trois choses. Primo, c'est que l'Afrique a salué cette initiative chinoise qui prône en réalité la solidarité entre les États, la solidarité entre les peuples, parce que nous ne pouvons pas être heureux tout seuls, et cette volonté de la Chine d'amener les autres acteurs de la communauté internationale, notamment les grandes puissances du monde, à venir au secours des puissances moyennes, mais surtout des pays en développement, pour que nous ayons une société internationale harmonisée, une société internationale de justice, de paix et de sécurité, est une très bonne chose qui a toujours été demandée par l'Afrique. La deuxième chose que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que justement lorsque la Chine parle de communauté de destin de l'humanité, on peut la croire parce que l'histoire est têtue. On se rappelle encore qu'au lendemain de l'écroulement du mur de Berlin en 89, suivi de l'effondrement du bloc soviétique en 91, l'Occident a délaissé l'Afrique et s'est tourné vers l'Europe de l'Est, parce que là-bas, il y avait à reconstruire, là-bas, il y avait à engranger des ressources, là-bas, le capitalisme sauvage occidental pouvait trouver des moyens pour accroître encore sa volonté de puissance. Mais pendant ce temps, malgré que la Chine était encore au début de son développement, la Chine est venue au secours de l'Afrique. Et je n'en veux pour preuve que qu'en 1973, alors que le Bénin a démarré à peine avec sa révolution, la Chine a octroyé 1 milliard de francs CFA de l'époque, et cela a servi à construire le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Beaucoup de pays africains ont bénéficié de soutien de la Chine. C'était pour la Chine une manière de montrer que nous sommes dans un monde solidaire, nous sommes dans un village planétaire et qu'il est impossible d'être heureux tout seul. Alors, en troisième position, je voudrais dire que l'Afrique est à l'aise avec le concept de communauté de destin de l'humanité, parce que l'Afrique a toujours demandé à ce qu'il y ait une société internationale plus juste, plus égalitaire et qu'il y ait la paix et la sécurité internationale. Oui, alors je vais encore tourner un peu vers plus M. Schneider et
Monsieur Cheminade, apparemment, vous avez fait un peu les études sur la philosophie chinoise, donc vous comprenez mieux cette notion. Mais pour les gens qui ne connaissent pas forcément la Chine, et je trouve que cette notion a quand même une difficulté pour eux parce qu'un invité français d'origine chinoise m'a dit une fois à propos de ce concept en disant que il pense que cette notion ressemble beaucoup à ce qu'on dit en Chine. Il y a une expression tongzhou gongji, cela signifie quand on est dans un même bateau, il faut ramer ensemble. Et lui, il dit, bon, en Occident, quand on voit les gens sont dans le même bateau, la première idée qui vient, c'est de décider qui va être la capitaine. Donc, pensez-vous qu'il y a une impossibilité finalement pour que ce genre de notion qui concerne un peu ce que vous avez tout dit, l'avenir de la relation internationale, un peu, est-ce qu'il y a une impossibilité pour que les Occidentaux en général de comprendre cette idée venant de la Chine, M. Schindler? Alors, je crois que la prospérité commune, telle que l'a définie Xi Jinping, éradiquer la pauvreté, une renaissance pour tous, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité. Mais, j'ajouterais, ça appartient aussi à notre renaissance européenne. Et je vais mentionner François Rabelais, et dans le quart-livre, c'est l'épopée de recherche de la vérité. Et ils sont sur un même bateau. Et Pantagruel prend le gouvernail, le héros, mais il organise l'équipage. Et s'il n'organisait pas l'équipage, ça ne marcherait pas. Donc tous sur un même bateau, mais pour aller ensemble et coopérer. Alors, je dirais que si l'on regarde cela en termes de l'histoire économique dans les pays occidentaux, pas le libéralisme, le néolibéralisme actuel, mais l'histoire économique, nous l'avons établi avec notre ami américain Lyndon LaRouche comme le potentiel de densité démographique relatif. Alors ça paraît de grands mots, mais ça veut dire qu'on met en commun des principes physiques nouveaux, on les découvre. À partir de là, on applique des technologies et à partir de là, on le fait pour le bien commun. Donc cet ensemble crée quelque chose qui appartient à notre histoire commune dans le monde. Et je pense que le fait que le Parti communiste chinois ait vu son origine dans la petite ville de Montargis, dans le Loiret, en France, est extrêmement significatif parce que c'est là que se sont rencontrés tous les dirigeants, excepté Mao Zedong qui n'était pas là, mais tous les autres étaient là. Donc il y a quelque chose de commun, quelque chose d'intime même. Et M. Schneider? Ouais, pour expliquer aux gens cette notion, moi je pense qu'il faut parler de l'eurocentrisme. Il faut parler avec eux sur le passé eurocentrique. Alors c'est le passé hégémonique qui était en train de détruire ce monde, qui n'a plus de bénéfices. Alors je pense qu'il faut parler de nous pour comprendre cette notion. Alors il faut parler de l'impérialisme, il faut parler de l'impérialisme occidental, il faut parler de l'impérialisme des États-Unis pour comprendre mieux une conception de coopération, d'égalité des droits des pays. Donc il faut vraiment parler de nous pour comprendre ce qui vient de la Chine, qui est vraiment une proposition, disons, pas tellement neuve, parce que mais elle rompt un petit peu avec notre passé, qui est vraiment un passé hégémonique. Alors ça, il faut dire aux gens, il faut comprendre que maintenant une époque est en train de disparaître. Elle est en train, je dis, elle n'a pas encore disparu, mais elle est en train de disparaître. Cette hégémonie, cette époque d'hégémonie et de supériorité occidentale, elle est en train de disparaître. Alors, il faut parler de ça. J'ajouterais Oui, allez-y. J'ajouterais peut-être que le recul de l'Occident comme volonté de puissance coloniale et impériale est une très bonne nouvelle,
mais qu'il y a quelque chose de différent dans l'Occident. C'est l'héritage du judaïsme, de la Grèce et du christianisme, avec ce qui est mentionné souvent par le président Xi Jinping, le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie qui est un traité de paix, et la Chine se bat pour cette paix. On le voit avec l'entente entre l'Arabie saoudite, précaire peut-être, mais certaine, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, avec les auspices chinois. Donc il y a tout ça qu'il faut faire comprendre, et là on commence à voir que nous avons du commun. D'accord, tout à fait d'accord. Alors, ça m'amène justement à une autre question pour Monsieur Ajovi, parce que récemment, le président béninois a été interviewé sur le plateau de la télévision française LCI. Et le présentateur a affirmé lors d'une question, il a dit « Ce sentiment, c'est parfois une angoisse en Occident que l'avenir sera toujours plus africain, chinois, brésilien, indien et de moins en moins français, allemand, danois. » Et je pense M. Schneider et M. Chemina, ils ont tous mentionné cet ordre mondial basé sur l'hégémonie des Occidentaux est en train de disparaître. Est-ce que c'est pour ça que en Afrique, ce concept est plus compris qu'en Occident, M. Ajovi? Je suis très à l'aise dans ce débat parce que même mes co-débatteurs occidentaux reconnaissent que l'Europe, l'Occident en général, n'a pas toujours joué le bon rôle sur la scène internationale. Les deux guerres mondiales sont là pour nous l'apprendre, mais au-delà, nous constatons bien évidemment que lorsque nous nous retrouvons sur la scène internationale, l'hégémonie des grandes puissances, et notamment occidentales, et cette volonté d'écraser les autres pour exister, y compris en créant des conflits, en créant des coups d'État et bien d'autres, cela a amené bien des instabilités dans le monde. Et cela n'est pas une bonne chose. Et c'est à raison que le président de mon pays, le président du Bénin, Patrice Talon, parle de cette nécessité alors d'un monde pacifié, d'un monde solidaire. Et nous ne pouvons pas avoir ce monde solidaire si nous ne travaillons pas alors à empêcher que les goulots d'étranglement qui ont toujours travaillé contre le développement de l'Afrique ne soient levés. Il est très important dans cette volonté de construire un monde juste que les grandes puissances, notamment occidentales, changent de vision, changent de méthode et ne voient plus les anciennes colonies comme des vaches à lait, mais comme des pays indépendants avec lesquels il faut développer les affaires, avec lesquels il faut construire le développement. Nous sommes convaincus, bien évidemment, que nous sommes dans un village planétaire et il est impossible de s'isoler, mais en même temps, nous devons avoir le choix de choisir nos partenaires. Nous devons avoir le choix de diversifier nos partenaires plus précisément et c'est très important. Chacun peut trouver son compte, mais le fait de vouloir coûte que coûte, alors rechercher ses intérêts au risque de piétiner les autres, je pense que c'est le péché mignon de l'Occident et il est très important que les choses changent. L'Afrique ne demande pas autre chose que la justice internationale. Il est très important que dans la recherche des intérêts, des moyens et des ressources pour les populations. Alors, Monsieur Ding Fan, je voudrais revenir vers vous. Vous êtes chinois et il vous arrive aussi de discuter beaucoup avec des chercheurs étrangers. Donc, maintenant, 10 ans s'est passé depuis la première fois qu'on mentionne ce concept. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le contexte géopolitique qui a beaucoup changé, comment vous allez expliquer aux autres chercheurs ce concept et est-ce qu'il est toujours d'actualité? Et bien sûr, il est toujours d'actualité parce que si on regarde les achèvements, c'est-à-dire les résultats de ce qu'on appelle Belt and Road, c'est-à-dire de la ceinture de la route, c'est-à-dire, en fait, pour comprendre la construction de la communauté de destin pour l'humanité, il faut comprendre les instruments avec lesquels la Chine a vraiment essayé d'aider les autres économies, les autres pays à se développer plus rapidement. C'est ce qu'on appelle les initiatives de la ceinture de la route.
Et en fait, maintenant, c'est aussi le 10e anniversaire de l'initiative Ceinture et Route. Et depuis 10 ans, nous avons aidé beaucoup de pays à améliorer leur sort, à améliorer leurs infrastructures, à créer des zones industrielles, etc., pour aider ces pays à s'avancer plus rapidement sur la voie de l'industrialisation. Tous ces résultats sont là, sont évidents. C'est une évidence, comme on dit, a hard evidence. C'est une évidence remarquable. En fait, le concept de la communauté de destin pour l'humanité est souvent contesté dans les médias du monde occidental, parce qu'ils voient ça, une tentative chinoise de diriger le monde, ou de dominer le monde, etc. Enfin, les analystes dites géopolitiques essaient d'interpréter la volonté chinoise de construire une communauté de destin commun, mais par une tentative de contrôle et de monopole sur le monde. En fait, mais, c'est au fond, c'est leur logique à eux. Oui, mais il y a les Anglais ou les Américains aiment dire mirror imaging, c'est-à-dire que quand on regarde dans le miroir, on voit sa propre image, mais on pense que c'est l'autre, c'est l'adversaire. Mais c'est souvent, je pense que souvent, dans le dialogue avec des intellectuels occidentaux, on a cette impression qu'ils parlent de la Chine, mais comme s'ils se regardaient dans un miroir. Monsieur Schneider, je reviens vers vous. Vous avez dans votre nouveau livre comparé justement la racine de la philosophie chinoise et la philosophie occidentale. Donc pensez-vous finalement qu'une compréhension est possible? Oui, mais maintenant, je pense actuellement, les canaux sont vraiment bloqués parce que vraiment, il y a une propagande énorme. Il y a un soi-disant China bashing qui bloque un petit peu la communication parce que les intérêts des États-Unis de produire une image faux de la Chine, une image faux aussi de l'ordre mondial, les intérêts économiques et politiques sont tellement grands parce que je pense que les États-Unis sont dans un recul. Ils réalisent que leurs influences sont en train de diminution et c'est pour cela que les agressions, disons, mentales des médias impérialistes sont tellement grands que il faut garder quand même l'espoir. Je pense que ça dure encore quelques années pour que les États-Unis réalisent qu'ils sont un pouvoir entre autres, qu'il y a vraiment une multipolarisme qui est en train de se réaliser et il faut encore de la patience. Il faut attendre un petit peu pour que cette communication soit possible. Actuellement, elle est bloquée, je pense. Elle n'est pas bloquée de la Chine vers les pays du Sud, mais elle est bloquée en Europe et dans les États-Unis, évidemment. Et Monsieur Cheminade, votre réaction? C'est l'égoïsme géopolitique des pays occidentaux qui a produit le sac du palais d'été, par exemple. On est dans cette politique-là encore aujourd'hui. C'est anglo-américain et c'est une source d'idéologie britannique. C'est la City de Londres, c'est Wall Street. Et elle nous amène en Occident à ce chaos financier. On est en plein chaos financier. Vous savez, le Crédit Suisse, mais pas seulement Crédit Suisse, toutes les banques sont dans cet chaos. Donc il faut autre chose. Et ce que Serge Lavrov, je vais le citer, a dit, en disant que le Grand Sud, ce que veulent les pays du Sud et de l'Est, c'est maintenant la grande majorité du monde. Et que là, nous devons y répondre. Et je crois que pour les pays occidentaux, il serait bon de réfléchir, je ne sais pas, à la poésie philosophique chinoise. Je pense à Souche, qui disait « Où verrai-je l'an prochain briller la Lune ?» Eh bien, la Lune, les Chinois y sont. Et il faut leur expliquer que la science et la poésie sont ensemble.
Chang'e est sur la Lune, le lapin de Jade est sur la Lune. Donc il faut montrer cela aux pays occidentaux, il faut que vous changiez. Et nous, mon travail, moi, c'est de faire changer ces pays occidentaux pour qu'on arrive à ce destin commun de l'humanité, sans lequel l'alternative, c'est la guerre. Hein, et on est en plein réarmement généralisé dans le monde, c'est très grave. Donc, je pense que les nouvelles routes de la soie, l'initiative Une ceinture, une route, c'est un premier pas et il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut une sorte de développement à l'échelle du monde et que sans cela, nous allons vers le désastre financier, économique et la guerre. Donc, il faut en sortir. Je crois que cette idée d'associer la maîtrise scientifique à la beauté, à l'esthétique, manifestée dans les discours différents dirigeants chinois, Xi Jinping, ou qui amène l'idée de beau, une Chine belle, je crois qu'il faut repenser ça et penser qu'on va faire un monde beau. Alors, on a plus de temps. Alors, Monsieur Ajovi, je vous donne la parole pour votre réaction très rapidement pour conclure notre émission. Que dire au terme de ce débat? Je veux dire que nous avons eu un débat enrichissant et j'ai eu des co-débatteurs qui ont été francs et qui ont reconnu pour la plupart que si nous avons une société internationale très peu solidaire et que la communauté de destin de l'humanité prônée par la Chine sous le leadership du président Xi Jinping peine à se concrétiser, c'est justement parce que la recherche effrénée de l'intérêt, notamment de la part des grandes puissances et plus particulièrement des grandes puissances occidentales, cette recherche effrénée de l'intérêt n'est pas de nature à faciliter les choses. De toutes les manières, la géopolitique internationale actuelle nous renseigne que nous devons faire très attention et qu'à vouloir tirer trop sur la corde, nous risquons d'aller vers une nouvelle déflagration internationale, nous risquons d'aller vers un nouveau conflit mondial. Personne ne doit le désirer parce que lorsqu'il y a la guerre, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment cela finit. Il est très important que nous ayons en idée que nous sommes dans un monde qui est un village planétaire et que ce n'est que dans la solidarité que le monde peut être construit. Et cela passe également par la justice internationale. Il faut rendre justice notamment à l'Afrique qui a subi l'esclavage, qui a subi la colonisation, qui subit le néocolonialisme et qui ne demande qu'à agir en tant qu'acteur à part entière de la société internationale. L'Afrique ne veut pas qu'on exprime de la pitié vis-à-vis d'elle, mais l'Afrique veut, sur la base de ses ressources humaines, sur la base de ses ressources naturelles, minières, alors aller sur le marché international et négocier avec des partenaires, diversifier ces partenariats sans qu'il n'y ait une volonté de destruction de ce qui se construit sur le continent. Je crois que cela est fondamental. L'Afrique veut prendre toute sa place dans le concert des nations. Et j'ai coutume de dire que lorsque le soleil de l'Afrique brillera sur le toit du monde, la paix et la sécurité internationale auront un sens. Il faut saluer cette initiative qui a désormais 10 ans, cette initiative de communauté de destin de l'humanité prônée par la Chine sous le leadership du président Xi Jinping. L'Afrique est prête, l'Afrique, berceau de l'humanité, a toujours été prête pour marcher de façon solidaire. Ok. Alors, je vous remercie d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.